Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, nouveau journal de vlog, même pas précédé d'une critique de film entre le précédent et celui-ci. Je voulais aller voir Indiana Jones 5 et puis j'ai pas pu. Et puis les critiques des potes et enfin même de partout en fait, sont tombées. Et, les plus optimistes, en fait franchement, les meilleures critiques que j'ai lues disaient ça se regarde. Donc voilà, sachant que j'adore les trois premiers films, je déteste le quatrième volet, mais un peu comme tout le monde. Et là, j'ai aucune attente, mais aucune attente, presque aucune curiosité non plus. Donc bon, bref, donc je le verrai, mais voilà, je savais que vous seriez abreuvé de critiques de toute façon de droite et de gauche, etc. Donc je me suis pas dit non, mais il faut absolument que j'aille le voir pour mes abonnés. Donc, ceci étant dit, je vais quand même essayer d'aller voir par contre le Tom Cruise évidemment, Mission Impossible, même si je fais partie de ceux qui regrettent que Tom Cruise, qui quand il le veut est un immense acteur, voilà, se concentre en fait sur des films à cascade. Donc voilà, donc là apparemment j'ai vu les premières critiques hier. Il semblerait que le film est bon. Bon, ça, voilà, on s'y attendait un petit peu. Et que l'intrigue soit très bonne. Donc, on verra. Mais voilà, moi j'avoue que je préfère le Tom Cruise de Collateral, Vanilla Sky, etc. Plutôt que voilà, le Tom Cruise à moto, suspendu à un avion, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Alors, j'ai vu Master Gardener sur les conseils indirects de l'ami Merège. Et j'ai énormément aimé, même si je crie pas au chef-d'œuvre, contrairement à pas mal de monde, parce que de mon point de vue, il y a quelques points qui sont pas approfondis et qui, de mon point de vue, ont un peu de mal à passer, mais il faut rentrer dans le truc, il faut se laisser porter. Et à part ça, c'est remarquablement interprété. Sigourney Weaver, elle est juste dingue. Enfin, tout le casting en fait, sincèrement. Donc voilà, c'est très très bon, honnêtement, je vous le recommande totalement. Mais c'est pas non plus, pour moi, ce n'est pas non plus extraordinaire, et ça aurait vraiment pu l'être par contre. Je pense que si certaines choses avaient été abordées un peu plus, c'est pas sérieusement, parce que tout est abordé sérieusement, mais un peu plus en profondeur, quoi. Il y a vraiment des zones où on nous laisse dans l'ignorance, on suppose des trucs, et c'est un peu dur à avaler. Alors je veux pas spoiler, mais voilà, il y a des choses qui sont un petit peu dur à avaler sans explication, mais bon voilà, à part ça c'est très 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 bien. J'ai vu l'épisode final de The Idol, et alors là sincèrement je crois que c'est un des trucs les plus stupides, insultants que j'ai vu depuis le début de l'année, quoi. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez vu que j'ai été extrêmement tolérant, c'est-à-dire que là où pas mal de gens avaient déjà décroché, moi j'ai dit non, je continue. Je savais aussi qu'il n'y avait pas 1000 épisodes, donc voilà, sur 5 ça se faisait. Et puis il y avait des petites choses que je trouvais pas inintéressantes, j'essayais de tirer le positif. Bon, le négatif je vous l'ai expliqué dans les précédents vlogs, donc bon, je vais pas me répéter, mais là, déjà j'étais un peu étonné, j'avais oublié que c'était déjà le dernier, le 5. Et je me suis dit waouh, mais donc en fait parce qu'à un moment il y avait toute une histoire comme quoi c'était le gourou d'une secte et tout, mais en fait non, pas du tout. Enfin voilà, faut voir la secte, quoi, enfin lol. Mais alors là, cet épisode 5 c'est une merde, mais une merde. J'ai vu 2-3 personnes qui l'ont un peu défendu, et j'ai écouté leurs arguments, et moi vous savez que parfois j'écoute les arguments et je me dis ouais ok, je comprends les arguments, maintenant moi ça n'empêche pas que sur moi ça n'a pas marché. Mais là j'ai écouté les arguments, et avec tout le respect que je dois à tout le monde, j'ai trouvé que c'était des arguments ultra pétés et avec un fourré à la mauvaise foi, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais un bon fourrage. Donc voilà, donc non, moi je trouve que c'était ridicule, n'a aucun sens, ça ne se tient pas du tout, il y a un revirement de situation, donc je veux pas spoiler, mais en fait, honnêtement, je devrais, quoi. Disons que les personnages principaux changent d'attitude et d'objectifs, mais sans aucune explication, sans aucun développement préalable, quoi. Donc en fait, on quitte l'épisode 4, ils ont une certaine vision des choses, un certain comportement, certains traumas, etc. Et début de l'épisode 5, ouais, non, mais en fait, non, en fait. Et c'est tellement mal écrit, mais je suis atterré, quoi. Atterré, quoi. Alors j'ai un peu regardé, j'ai vu que la série a fait un bid monumental aux États-Unis, à tel point que la saison 2 est pas du tout évidente. Ce qui m'a même un peu plus étonné, c'est que visiblement, du côté de The Weeknd, qui est quand même
enfin là-bas il est quand même très apprécié quoi. Apparemment la BO a fait un bid total pareil quoi, donc moi je trouve les chansons à chier quoi, mais à chier quoi. Je supporte plus Weeknd, je trouve c'est toujours pareil, mais c'est toujours pareil à la limite, bon, mais c'est pareil dans un style qui est dégoulinant ah c'est nul, enfin bon bref, ça n'engage que moi, c'est totalement subjectif. Mais là les chansons c'est une douleur à chaque fois, ce sont toutes plus nulles les unes que les autres. Et je me disais, c'est dommage parce que si j'étais fan de The Weeknd, je pense que je me régalerais. Et en fait, apparemment, les fans de The Weeknd estiment aussi que les chansons sont à chier, donc bon. Mais alors, le final, le final vraiment sur scène, donc hein, là, je spoil un tout petit peu, c'est compliqué de pas rire, quoi. Alors, et je pense que c'est encore plus compliqué d'être ému. Parce que c'est supposé être émouvant et tout. Et là, par contre, ils jouent tous comme des brels. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Mais rien ne marche, mais rien ne fonctionne. Et surtout, c'est-à-dire que c'est une fin nullissime à l'écriture, quoi. C'est-à-dire que c'est ça la fin, mais donc en fait ça servait à rien d'essayer de construire tant de tension et de complexité durant les 4 épisodes précédents. Parce qu'en fait ça annule complètement tout ce que ça développait dans les 4 épisodes précédents. C'est complètement fou en fait. C'est comme si L'Oréal il s'était dit non mais en fait je m'excuse, ouais non en fait non fallait pas faire ça, c'est pas bien. Du coup je termine comme ça. Et donc c'est une fin ultra niaise, vraiment pour les... Enfin, il n'y a pas de catégorie à désigner, hein, mais ça serait pas bien. Mais c'est ultra niais, quoi. C'est vraiment, c'est au-delà de naïf, quoi. C'est nul. Donc bref, donc j'ai vu ça quand même. Je suis pas pressé de voir la saison 2 si jamais il y en a une, mais j'ai de gros doutes. Et j'ai encore plus de doutes que je me l'infligerai, quoi. Là-bas, faut quand même pas déconner. À part ça, j'ai vu ah oui, Black Mirror. On m'avait posé des questions. Est-ce que tu as vu Black Mirror, Alex, etc. J'en avais un peu parlé chez John Ali, il me semble. Oh, c'est même certain. Mais oui, j'ai pas fait de vidéo dessus. Alors, contrairement à pas mal de monde, parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont été un peu déçus, qui ont dit que c'était moins bien, qu'on trouvait pas la patte, enfin, toutes les caractéristiques du concept en fait de cette série. Bah moi, je m'en fichais un peu en fait dès lors que les histoires me parlent en fait. Ah, bah, là-dessus, je suis comme ça, quoi. Donc, et là, ça m'a parlé, donc j'ai beaucoup aimé presque tous les épisodes. Deux gros coups de cœur. Le premier sur Lock Henry, que j'ai trouvé génial. Donc après, il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais en fait, ça respecte, ça n'a rien à foutre dans Black Mirror parce que blablabla. Mais moi, je m'en fiche complet en fait. Est-ce que c'est bien? Moi, je trouvais que c'était génial, quoi. Mais voilà, plus que bien, génial. Donc voilà, merci, je suis content. Alors ensuite, Beyond the Sea, avec Josh Hartnett, incroyable, complètement méconnaissable, qui m'a bluffé. Je peux pas dire que c'est fabuleux, mais j'ai trouvé que c'était vraiment excellent quand même, et j'ai beaucoup aimé même la conclusion, que pour certains on dit que c'était pas très crédible, pour moi si ça l'est d'une certaine mesure. En tout cas voilà, bon bref. Et les autres j'ai bien aimé, moins, hein, mais voilà, même celui avec... Ah j'allais spoiler, putain. Enfin, avec l'actrice, la jeune actrice, très chouette. C'est peut-être le tout dernier qui m'a le moins parlé, voilà. Mais bon, quand même très très belle surprise. Sinon, j'ai regardé la traque dans le sang sur Netflix également. Franchement, j'ai trouvé que c'était très sympa, mais je l'aurais complètement oublié le mois prochain. Voilà, mais c'est personnel. Je pense que quand tu es fan de ce genre de série, tu te régales. Moi, j'ai bien aimé. Je peux dire que je me suis régalé, mais j'ai vraiment bien aimé, quoi. Mais bon, voilà, sans plus non plus. Même si j'ai trouvé par exemple les chorés de baston sont excellentes. Je me suis fait la remarque parce que moi il y a quand même pas mal de fois où les chorés de baston c'est compliqué quoi, de pas voir la choré quoi je veux dire. Et là il y a de la choré mais c'est tellement brutal et bien monté en fait que ça passe et tu perçois quand même une forme de violence assez rare pour une série comme ça. Donc c'est très violent. Et les acteurs sont très bons, enfin voilà, franchement c'est très 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 cool quoi. C'est juste que bon, j'ai pas non plus été en adoration. Et j'ai vu aussi Delete sur Netflix aussi. Encore une série asiatique et j'ai beaucoup aimé. C'est pas parfait. Je réalise que je vous ai pas fait les pitchs, mais bon, comme là c'est en vlog. Mais bon, le pitch de Delete, il est assez fun. C'est un couple de vilains adultères, en fait. C'est-à-dire que en fait, tous les deux sont en couple avec quelqu'un d'autre, quoi. Mais ils ont une relation donc cachée, etc. Ça va être la merde. Mais ils vont découvrir. Alors ils disent tous un téléphone. C'est insupportable parce que c'est pas un téléphone vu qu'il ne fait pas téléphone. Mais un appareil photo. Un appareil photo effectivement, qui a l'aspect d'un smartphone. Sauf que ça sonne pas et on peut pas téléphoner, donc c'est pas un téléphone. Bref, donc cet appareil photo
quand on prend un être humain, j'allais dire un être vivant, mais en fait non, visiblement non, ça peut être également un cadavre. Mais quand on prend une personne, on va dire, en photo, elle disparaît complètement, et définitivement. Alors, définitivement, c'est à voir. Mais donc ils vont forcément être tentés de faire disparaître leur partenaire qui pose problème tout d'un coup, et ça va être un engrenage. Il y a des moments où ça part un peu n'importe où, je dis sincèrement, hein, notamment avec une ado à un moment, mais bon, vous verrez de quoi je parle. Mais sincèrement, c'est vraiment pour chipoter quoi. Ça va vite, c'est quand même assez malin, et c'est très fun. Moi j'ai passé un très bon moment devant, donc je vous le recommande complètement par contre, ça c'est sûr, Delete. En plus ça fait vraiment plaisir, enfin j'en parle souvent, hein, mais c'est hormis les docus, c'est un des trucs qui me fait vraiment aimer quand même Netflix, même si les prods Netflix, il y a quand même des gros problèmes parfois, et en même temps ça cartonne, donc bon, je ferme ma gueule, hein. Mais moi c'est plutôt pour ce genre de trouvailles, de trucs comme ça, c'est des trucs dont vraiment on n'aurait pas entendu parler, où on ne serait pas allé fouiner quoi, s'il n'y avait pas eu Netflix qui diffuse ça quoi. Donc ça fait quand même assez plaisir. Et j'ai vu également un film d'horreur qui s'appelle Consécration. Alors j'ai aucune idée quand ça sort, si ça sort chez nous, mais j'ai plutôt bien apprécié, sachant que c'est un style qui a priori ne me parle pas vraiment, c'est-à-dire que ce genre de film, je regarde parce que c'est des films d'horreur, je les regarde tous, quasiment, mais là c'est mode croyance, machin, démon, mais c'est très religieux, etc., etc. Et souvent, je trouve que comme les films sont assez médiocres, les films sur ce thème-là, quoi. Eh bien, celui-ci, je l'ai bien apprécié. J'ai trouvé sa structure assez intéressante, le regard aussi assez intéressant, puisqu'on va suivre en fait une personne qui est totalement athée et qui en fait part à la recherche de son frère qui est mort et qui lui par contre vivait donc dans un monastère, enfin, et était totalement dans la religion, etc., etc. Et elle va enquêter, oui et non, mais surtout elle va se retrouver prise dans des visions et des trucs. Enfin, vraiment, j'ai vraiment bien aimé pour le genre. Donc visiblement les critiques sont pas extraordinaires, je ne sais pas, parfois je les trouve trop tolérantes, parfois je les trouve beaucoup trop dures. Là j'ai trouvé que les gens étaient un peu durs. La réal est clean, il y a même des plans assez beaux, et la toute fin, j'ai surkiffé pour ce qu'elle raconte, parce que c'est pas un film avec une morale, genre voilà, il y a pas une question de... C'est plus compliqué en fait que bien mal, enfin voilà, c'est ça que je veux dire. Il y aurait pas mal de trucs à dire. Si jamais il sort en grande pompe, je veux dire, enfin en salle ou je ne sais quoi, je ferai sans doute une vidéo dessus, parce que j'ai vraiment notamment la toute fin, elle mène à une réflexion que j'ai trouvé assez rare dans ce genre de film. Voilà. Moi j'ai bien aimé, voilà. Et je passe aux questions. Donc voilà. C'est qui le type devant ton grand shogun Goldorak? Ah oui, alors vous avez vu que moi je suis un psychopathe, hein, donc vous savez. Si vous me suivez depuis longtemps, ou même si vous regardez mes vieilles vidéos, vous avez conscience que mon bureau change d'aménagement tous les 6 mois, ou voilà à peu près. Hein. Et donc voilà, donc là ça a rechangé. Donc il n'est plus devant le grand Goldorak, mais ce dont tu parles, c'est le bonhomme qui est là. Je l'avais montré à l'époque où je l'ai reçu, donc dans un vieux journal de vlog, il me semble. Il s'agit de Hawk, donc dans Over the Top. Donc c'est Sylvester Stallone, magnifique. Et voilà, une figurine devenue extrêmement rare et donc extrêmement chère, mais que j'ai eu la chance de trouver pour vraiment pas grand chose aux États-Unis il y a pas longtemps, et je l'adore. Je l'adore parce que je trouve qu'elle est assez réussie en fait. Enfin, elle est ultra kitsch, mais elle est la gueule, on reconnaît bien Sly, je trouve. Et donc voilà, et puis ça me fait rire. Enfin, j'adore. Donc ça c'est la grande version, parce qu'il y a une version normale. Et ça, c'était la version géante, quoi, qui est sortie à l'époque de Over the Top, à l'époque où ils pensaient qu'Over the Top ferait un triomphe. Alors, as-tu vu ce petit film de 2016, I Am Not a Serial Killer, avec le génialissime Christopher Lloyd? Oui, je l'ai vu, et de mémoire, je l'avais énormément apprécié. Et d'ailleurs, voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille complètement. Un très beau film, dans mes souvenirs, parce que je l'ai vu à l'époque, hein, donc, mais pas depuis. Tu me donnes assez envie de le revoir, d'ailleurs. Il y a une ambiance poisseuse, enfin, c'est vraiment c'est un chouette film de mémoire. As-tu vu Morse de 2008? Alors oui, je l'ai vu, j'en avais parlé il y a très longtemps dans une vidéo, et je n'ai pas du tout... Enfin, j'ai compris en fait pourquoi ce film a plu, etc., etc., mais moi je me suis fait chier de ouf devant, et j'ai pas été ému, voilà, j'ai pas été ému, donc en fait ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Moi, par contre, je n'ai pas
aimé, enfin voilà, ça m'a pas touché, mais c'est pas que j'ai trouvé mauvais évidemment. Est-ce que ça te parle Rick Hunter, Hooker ou le Rebelle? Ouais, bah les trois, hein. Alors le Rebelle c'était horriblement nul de mémoire. Hooker j'aimais bien, c'était avec la, putain merde comment elle s'appelle, future Madame Tommy Lee là, enfin avant que Pamela Anderson ne croise son chemin. Ils ont le clear. Il y avait une bonne ambiance dans. Enfin, je regardais, ça c'est certain, et j'aimais vraiment bien. Rick Hunter aussi, même si. Rick Hunter c'était drôle. Il faudrait que j'en revoie en fait. Mais ça fait partie de ces séries, c'est un peu comme Mike Hammer quoi. C'est les trucs tellement pas 2023 quoi. Je pense qu'aujourd'hui tu dis j'aime bien Mike Hammer, c'est le pilori direct quoi. Quand même monsieur misogynie. Même, je me souviens que même à l'époque j'étais choqué. Ça me faisait rire quoi, mais j'étais choqué quand même. J'étais choqué parce que c'était vraiment décomplexé. Et voilà. Et en plus t'avais des épisodes où quand même il se la jouait hyper galant ou gentleman et tout. Et c'est drôle. Il me semble que dans Rick Hunter on a aussi pas mal de trucs de ce genre. Même si il y a sa collègue qui a du répondant et qui justement rend tout ça très fun en fait. Et ouais, il y avait. En fait, ça me rappelle d'autres séries, mais peut-être moins connues, mais. Putain, vous vous souvenez de Matt Houston? Putain, j'ai le générique qui me revient en tête. C'est la mémoire des. C'est comme la mémoire photographique. Bah, moi, j'ai les mémoires des musiques de générique, c'est terrible. Donc, on me cite une série, je vais avoir la musique du générique qui va me venir à la tête et ça va me durer une semaine. Voilà. Donc là, vous savez que pour la prochaine semaine, je vais avoir la musique du générique de Matt Houston dans la tête en boucle. Et il y avait L'Homme qui tombe à pic que j'aimais beaucoup également. Bon là, je suis dans les vieilles séries ringardes. Mais j'aimais beaucoup. C'est presque les séries que j'aimerais bien revoir en fait. Mais pour le kiff et puis parce que j'aimais bien le concept une histoire par épisode. C'est plus du tout à la mode, ça se fait plus du tout. Mais moi j'aimais vraiment bien. Il me semble qu'il n'y a pas en France en tout cas de coffret DVD de l'intégrale de L'Homme qui tombe à pic. Et alors de Matt Houston, c'est sûr que non quoi. Alors par contre on les trouve peut-être sur des sites du style corsair.com etc. Je l'ignore, mais je suis même pas certain. Donc bref. As-tu vu Elvira et le château hanté et c'est oui, qu'en as-tu pensé? Alors oui, je les ai vus, je les ai même ressortis. Alors c'est un DVD masterclass de moisissure comme souvent chez moi. Donc là on a le premier et là on a le deuxième. Alors je préfère 1000 fois le premier. Comme tout le monde je pense hein. Le deuxième je l'aime beaucoup, il est très drôle, il y a des petits trucs très très sympas hein, quand même, vraiment. Mais le premier c'est un chef-d'œuvre du genre, c'est un chef-d'œuvre loufoque. Là, j'adore Elvira. Cassandra Peterson, je trouve que c'est une personne en plus incroyable, faut absolument que je lise son autobiographie qui paraît-il est excellente, moi j'adore les autobiographies. J'avais vu que c'était ressorti il n'y a pas très longtemps en Blu-ray, DVD, machin, une très très belle édition en France, mais il me semble que ça ne concernait que le premier film. Je crois pas qu'il y avait le deuxième, qui est un peu... Il existe en français, mais en DVD français, mais je suis pas certain qu'il soit en Blu-ray par exemple en France, la maison hantée là. Le château hanté, pardon. As-tu aimé le 13e guerrier de McTiernan? J'ai beaucoup aimé le 13e guerrier. Ça fait partie de ces films où sur le papier c'est pas censé me parler particulièrement, mais il y a un tel talent quoi. Enfin, mais partout à tous les niveaux. Hein. Là honnêtement, réal, acting, tout. Le 13e guerrier, pas revu depuis très longtemps, mais j'ai énormément aimé. Je me demandais ce que tu penses du cinéma de Lars von Trier et notamment du film The House de Jack Built. Alors Lars von Trier, j'en ai déjà parlé, ça me parle pas du tout. Le seul film que j'ai bien aimé, enfin que j'ai vu et bien aimé, qui était vraiment un ovni, c'était Dogville avec Nicole Kidman. J'étais tombé dessus, ou alors c'est quelqu'un qui m'a poussé à le voir, enfin j'étais avec quelqu'un, peut-être j'étais obligé de le regarder, je ne sais plus, ça remonte à loin, hein, mais je voulais pas le voir, et j'ai fini par le regarder, et j'ai vraiment bien aimé, une fois que je suis rentré dedans quoi. Les autres films... The House de Jack Built, je l'ai vu aussi. En fait, c'est un grand réal, hein, il tente des trucs et tout, mais ça me parle pas vraiment. Est-ce que ça te parle, MC Solar, NTM et IAM? Pas du tout. J'ai déjà raconté que le rap français, j'ai toujours été hermétique. Voilà, donc quand je suis tombé dans le rap à fond, c'était plutôt américain, donc Tupac, Ice Cube. Enfin, j'en ai déjà parlé en fait. J'ai déjà cité tous les rappeurs américains que j'adorais. En France, il n'y a jamais rien eu parce que même les textes français, j'ai beaucoup de mal dans le rap, je veux dire, hein, mais même ceux-là, hein, même si ceux-là, on disait, mais quel poète, je trouvais pas vraiment, quoi. Pour moi, c'était vraiment de la rime, un peu, voilà, avec tout le respect que je lui dois, hein, mais bon, ça me parlait pas, quoi, de toute façon, bref. Est-ce que ça te parle Vanilla Ice, Nickelback, Rammstein, Red Hot Chili Peppers et Limp Bizkit?
Alors oui, évidemment, ils sont tous très très connus. Enfin, Nickelback peut-être un peu moins que les autres pour Monsieur Tout le Monde. J'ai jamais été de grand fan. Vanilla Ice, ça fait drôle de Vanilla Ice. Ouais, Vanilla Ice et Rammstein, bien sûr, complètement. Vanilla Ice, n'empêche, il y avait un truc chez lui qui était tellement malaisant. Enfin, c'était tellement too much, c'était tellement Ken. De Barbie, hein. Et en même temps il y avait sur le premier album il y avait des morceaux vraiment bons. Je n'ai aucun amour propre, je me fiche complètement de ce qu'on pense de moi, donc c'est pour ça que je le dis. Voilà, j'avais même l'album, hein, j'avais le premier, enfin To The Extreme ça s'appelait, je l'ai encore, je suis sûr, je vais avoir le CD quelque part. Mais dessus il y avait quelques morceaux qui étaient vraiment, où les sons étaient bons. Alors voilà, c'est pas non plus hein. Et quand je dis bon, il y avait un truc, quoi. Donc, en tout cas, j'étais pas étonné que ça cartonne à ce point. Après, c'est devenu tellement drôle. Mais c'est un peu comme MC Hammer. C'était sur que on s'est fait il y a peut-être un truc. Et en fait, les artistes devenaient ridicules, mais très vite. Et on se disait là, c'est de la merde. Donc voilà. Après les autres, c'est des groupes dont j'ai jamais été fan. Rammstein, j'aimais beaucoup les deux tout premiers albums. Donc à l'époque où on a tous découvert Rammstein grâce à David Lynch et Lost Highway. Donc il y avait le tout premier avec la couve vignoble avec une fleur et ils sont torse nu, je sais plus quoi. Mais qu'un album qui défonce, quoi. J'avais acheté le deuxième un peu comme tout le monde qui était une tuerie aussi, et après j'ai un peu lâché l'affaire parce que c'est tout le temps pareil, et puis en plus après c'est devenu un peu humoristique. Enfin bref, j'en ai déjà parlé. Est-ce que tu connais Kiss contre les fantômes? Bah oui, ça évidemment, et avec tout ce que j'ai sur Kiss et que... Enfin bref, Kiss et moi, oui, je connais c'est terrible, terrible. Après c'est très drôle quand même, mais en fait ce qui est drôle, c'est d'entendre les mecs de Kiss en parler. Mais qu'est-ce qu'on se marre! Parce que eux, ils ont des crises de fou rire en fait quand ils racontent les anecdotes de tournage, ou même les ambitions qu'ils avaient, tu vois, genre Star Wars mais rock'n'roll, tu vois. Enfin, Star Wars, mec, putain! Oh mon dieu! Donc ça c'est très drôle. Il y a un docu là-dessus. Il y a un docu sur ce film, enfin sur toute l'histoire, la genèse de ce film, tout ça machin. Et ça, c'est à hurler de rire. Mais le truc en lui-même, c'est irregardable, mais réellement en fait. Je pense que défoncer avec des potes, ça peut le faire. Mais sobre, c'est très 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 compliqué, hein. Il n'y a vraiment rien pour le sauver. Que penses-tu du film Judgment Night et de sa bande originale? Judgment Night, c'est typiquement un film de son époque, entre le road movie. Et puis j'aimais bien les films où c'est sur une nuit. C'est comme, il y a plein de films comme ça, hein. Voilà, où on va suivre les persos sur le temps d'une nuit. Il va se passer un milliard de choses, etc. Donc j'avais bien aimé. Après, je pense que la BO est presque plus connue que le film. Parce que c'était les BO comme ça se faisait un peu à l'époque, assez ambitieuses donc, hein, et où il y avait beaucoup de mash-up, de fusion de styles, donc rap rock, c'était super intéressant. Sauf erreur, t'avais Face No More, Ice-T, Run DMC, c'était hallucinant, quoi. As-tu vu la comédie française La Smala? Et si oui, as-tu aimé? Ouais, je l'avais vu quasiment à l'époque. Je pense que j'accompagnais quelqu'un parce que c'est le genre de film où je serais pas allé normalement. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé ça très très drôle, par exemple. Et Victor Lanoux déchaîné, non, c'était très bien, très très bien. Et il y avait cette affiche de Franck Margerin, de mémoire, qui était géniale. Est-ce que ça te parle, Steven De Souza et Robert Rodriguez? Alors oui, bien sûr. Alors Steven De Souza, donc pour son travail d'écriture principalement quand même s'il n'a pas pondu de scénar de films quoi, que j'ai adoré. Je les ai vus quasi tous, je pense, hein, tous les films dont il a écrit scénario, mais voilà. Et puis le peu de réal, non, ça c'est certain que non. Rodriguez, je suis très loin de tout aimer, mais par contre c'est un mec intéressant. Humainement, je l'adore, c'est un fou, hein. Et d'ailleurs j'en profiterai pour parler de mon amour du film The Faculty, qui est complètement oublié, personne n'en parle jamais, et j'ai même l'impression que c'est un peu le truc honteux, quoi. Film pour ados, ou je sais pas quoi, alors que pour moi, non, c'était génial. J'ai pas revu depuis un petit moment, mais la dernière fois que je l'ai revu, j'ai retrouvé ça génial. Donc, The Faculty, si jamais vous l'avez pas vu, ça m'étonnerait, mais si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, voilà. Connais-tu l'excellente revue trimestrielle Schnock qui, via des interviews témoignages, met en relief un artiste des années 70, 80, 90? Une des dernières était consacrée par exemple aux inconnus, que tu mets comme moi au-dessus des nuls. Ouais, c'est clair. Putain, je suis retombé encore la semaine dernière. C'est quelqu'un qui avait posté sur Twitter un lien vers une des vidéos pastiches, quand ils faisaient les parodies d'émissions.
Du coup, je regarde, alors c'était très drôle. Ah oui, c'était sur le cinéma, évidemment. Mais du coup, sur YouTube, ça me suggère une autre, sans doute des mêmes émissions spéciales qu'ils faisaient à l'époque à la télé, où ils parodiaient des trucs. Et c'était sur les très vieilles chansons de l'époque, genre les années 30-40, quoi. Et du coup, je regarde parce que je me souvenais plus très bien. Oh mon dieu, putain, j'en ai pleuré de rire, quoi. Notamment le chanteur qui collabo, et puis qu'après il dit qu'il a jamais été collabo, et d'ailleurs il est devenu résistant, mais en fait il est devenu résistant en 46. Oh merde, putain, c'était... Non, mais pour moi, les inconnus, à cette époque-là, c'était des génies, quoi. Mais surtout, ils étaient ultra féroces, quoi. Les gens, ils oublient un peu, je sais plus qui m'a dit l'autre jour, ouais, mais les nuls, c'était quand même beaucoup plus audacieux et tout. J'ai dit, ah, mais carrément pas. C'était pas un humour violent, ils prenaient pas vraiment de risques, enfin, même jamais. Ce qui enlève rien à leur génie, hein. Moi, j'adorais les nuls aussi, quoi. Mais les inconnus, tu regardais, tu disais, ces mecs sont fous, quoi. Ils n'ont aucune limite. Et surtout, c'était drôle. La parodie de trucs de téléachat aussi, où ils ont un truc multivers pour goûter les vins, je sais pas quoi, et... Oh putain, ouais. L'autre il finit défoncé. Moi j'adorais, hein. Vraiment j'étais très 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 fan. Alors là je m'éloigne du coup de ta question. Alors je connais très bien la revue Schnock. Sans surprise pour ceux qui me connaissent, j'ai le numéro avec un gros entretien génial de Sardou. Et sinon, alors je n'achète pas du tout régulièrement, mais je suis quand même un peu ce qu'ils font. Il y a notamment Alistair qui s'en occupe. Et puis, moi je suis très étonné qu'ils aient toujours pas fait de truc avec Polnareff, mais d'autant que j'ai mon vieil ami Mathieu Alterman qui a très longtemps collaboré à Schnock. Maintenant, je crois que c'est fini, et qui est un ami de Polnareff aussi. Donc ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, non, mais c'est très beau, c'est super malin, j'aime beaucoup. Connais-tu Day of the Future Past de Moody Blues? Je pense que Polnareff a beaucoup écouté ça pour ses arrangements. Ouais, je connais un peu. Je suis pas un spécialiste, hein, mais je connais un petit peu. Et figure-toi que je connais grâce à Polnareff. Donc oui, je te confirme qu'il a beaucoup écouté. Mais ça va même très au-delà de ça, parce qu'en fait, c'était des amis de Michel Polnareff, en fait. Voilà, et c'est même des amis, je veux dire que c'est même... c'est Mike Pinder des Moody Blues qui avait recommandé à Michel d'engager Jeff Beck pour son concert. On est dans les années 70, donc un truc comme ça. Mais oui, je vois le lien, et le lien il est totalement voilà, ils aimaient les mêmes trucs, et puis ils se connaissaient, ils étaient potes, quoi. Donc tout à fait. As-tu écouté le dernier album de AA, True North, plutôt appréciable, opus d'un groupe qui n'en finit pas de renaître? Alors sans les comparer à Duran Duran, que je vénère, hein, et qui pour moi sortent des chefs-d'œuvre non-stop, hein, en plus à chaque fois, quoi, quasiment depuis quelques années. AA, j'en avais parlé dans une vieille vidéo, c'est un groupe incroyablement sous-estimé pour moi. J'écouterai pas ça tous les jours, mais j'ai écouté le dernier album dont tu parles et il est très bon, je suis tout à fait d'accord. Et le précédent, ou c'est encore le précédent, celui Mountains, je sais plus quoi, j'ai honte, je mettrai la couve au plein écran. Pour moi, celui-là, c'est une tuerie. Et il est sorti il y a 10 ans, un truc comme ça. Mais dans l'anonymat. Alors oui et non, mais bon, en tout cas en France, tout le monde s'en balèque, voilà, personne n'est au courant, les gens pensent même que le groupe n'existe plus, quoi. Mais bon, c'est parce que aussi le label ne fait aucun boulot dessus, j'imagine. En tout cas, ils ont bien vieilli, je trouve, artistiquement parlant. Après, voilà, une fois de plus, j'ai jamais été immensément fan, même s'il y avait par contre des tubes que j'adorais et que j'adore toujours. The Sun Always Shine on TV, pour moi, c'est une des plus grandes chansons pop de tous les temps. C'est incroyable cette chanson. Ton avis sur Yellow Brick Road de Elton John et Beds Are Burning de Midnight Oil? Alors, à titre personnel, n'ayant jamais pu écouter Midnight Oil, je n'aime pas du tout Beds Are Burning, et pour une raison très simple et totalement subjective, mais que tout le monde va comprendre, c'est que je ne supporte pas le chant du chanteur. Mais je ne le supporte pas, c'est c'est vraiment à l'oreille, quoi. Je ne supporte pas sa façon de chanter, sa voix, les tonalités. Et du coup ça me bloque direct, je peux même pas, c'est une souffrance en fait. Donc voilà, donc du coup Midnight Oil c'est pas pour moi, mais voilà, du tout. Ou alors à Guantanamo peut-être, si on voulait beaucoup de mal, on va te mettre le Best of the Midnight Oil où tu vas parler. Donc voilà. Par contre, Elton John, je toujours dit que sans être un spécialiste, je n'ai pas du tout tous les albums d'Elton John, très loin de là, mais alors le nombre de chansons d'Elton John que j'adore, c'est sans fin. Voilà. Et Yellow Brick Road, c'est marrant parce que je suis en train de lire une énorme biographie de Guns N' Roses de Mick Wall. J'avais lu il y a très longtemps, à l'époque en fait, la biographie d'Axl Rose de Mick Wall, qui est géniale, et j'avais oublié qu'il avait
plus tard, bien plus tard, dans les années 2010 il me semble, écrit un pavé, enfin c'est la Bible, quoi, c'est le livre ultime sur l'histoire de Guns N' Roses. Et une fois de plus avec Mick Wall, c'est toujours intéressant puisque c'est quelqu'un qui a connu les membres personnellement, quoi. Et Axl Rose était complètement obsédé par cet album d'Elton John, et j'avoue que je l'ignorais. Voilà, cet album Yellow Brick Road. Alors moi par contre c'est pas la phase d'Elton John que je préfère, mais c'est du génie, et c'est du génie aussi quand on voit tout ce que ça a influencé. Et voilà, et là j'en reviens par exemple à Axl Rose, quoi, qui dit juste qu'il s'est mis au piano grâce à cet album d'Elton John, tout simplement, quoi. As-tu déjà eu la coupe de cheveux de Fonzie? Je traite toutes les questions sans tabou. Enfin non, je ne traite pas toutes les questions, hein, parce qu'en fait maintenant vous êtes beaucoup trop nombreux, donc je vous avais prévenu, mais je suis vraiment désolé. Donc j'en sélectionne un peu comme ça de temps en temps. Hop. Et sinon, par contre, sinon en principe, je réponds directement. Je vous réponds, quoi. Donc voilà, mais celle-ci elle est très importante. Bah non, je crois pas. Je sais pas. Franchement, j'ai fait toutes les coupes de cheveux du monde imaginable. J'ai eu le crâne rasé façon crâne rasé, mais complètement, vraiment, hein, genre 1 mm partout. Et j'ai eu donc jusqu'au milieu du dos quasiment, hein, tellement ils étaient longs à une époque. Je crois que j'ai vraiment tout fait. Voilà, c'était n'importe quoi, mais c'était fun, hein, finalement. Team Meryl Streep ou Whoopi Goldberg? Bah, Meryl Streep quand même. Mais j'allais dire, j'aime beaucoup les deux, mais sans être fan ni de l'une ni de l'autre. Mais non, Meryl Streep, il y a quand même des films de ouf, hein. Whoopi Goldberg, j'aimais bien son personnage, surtout dans les années 80. J'ai quelques réserves sur la personnalité humainement qu'elle est devenue depuis, mais bon, voilà, hein. Team Kevin Costner ou Morgan Freeman? Kevin Costner de ouf, même si j'adore Morgan Freeman. Ouais, mais bon, Kevin Costner quand même. Macaulay Culkin ou Gary Coleman? Alors Gary Coleman, je sais que c'est pas forcément parlé à tout le monde par rapport à Macaulay Culkin. Donc Coleman, c'était le... Arnold et Willy. Mais non, mais pour moi, Macaulay Culkin, c'est un grand acteur, en fait. Alors que Coleman, à part Arnold et Willy, je ne l'ai jamais vu jouer ailleurs, en fait. Donc pour moi, à vie, c'est qu'est-ce que tu me racontes là? Enfin, voilà. Acteur studio. Et alors que Macaulay Culkin, même si ça a une carrière vraiment très compliquée, on l'a vu il n'y a pas longtemps dans American Horror Story, il était extraordinaire, je trouve. Et je parle souvent du film Le Bon Fils, que j'adore et où je trouve qu'il est parfait, quoi. Donc voilà, le film qui avait été imposé en fait par sa famille pour accepter de faire Maman j'ai raté l'avion 2. Et donc voilà, donc pour moi, il aurait pu et dû avoir une carrière beaucoup plus impactante que ce qu'il a eu, mais bon, voilà. Après, ces problèmes de drogue, machin, n'ont pas aidé, je pense, à ce qu'on mise sur lui, je veux dire. Team Robert Palmer ou Billy Idol? Ah non, alors Billy Idol, voilà, c'est plié immédiatement. Robert Palmer, joue au canal. Ah si, j'ai un best-of de Robert Palmer. Il y a des trucs qui sont pas mal, mais c'est souvent des chansons pas très connues d'ailleurs. Enfin, je veux dire, pas très connues par rapport à Addicted to Love, enfin les énormes tubes des années 80, qui étaient très bons, hein. Il y avait le style Robert Palmer, moi j'aimais bien quand même. Après, je pense que c'est quelqu'un où si je prends le temps d'aller un peu fouiner et écouter vraiment, ce que j'ai jamais fait, hein, je serais pas à l'abri de très bonnes surprises, je pense. Un peu comme Brian Ferry, où j'ai réalisé que je préférais Brian Ferry en solo que Roxy Music. Et Brian Ferry en solo, il y a énormément de chansons que je trouve fabuleuses, mais fabuleuses. Alors que Roxy Music, il y a des trucs que j'aime bien, mais bof, c'est pas autant, quoi. Je suis moins fan. Mais bon, Billy Idol, c'est juste un de mes artistes favoris, tout style confondu. Enfin, j'ai tout, je connais tout, j'adore. Team Hulk Hogan ou Team Mr. T, Team Ultimate Warrior plutôt. Non, alors Hulk Hogan ou Mr. T, c'est drôle parce que ça me rappelle les tout premiers championnat, la World Wrestling Federation des années 80, où c'était les deux têtes d'affiche à l'époque où Mr. T faisait du catch, lol. Alors ça n'a pas duré longtemps, hein. Il est vite retourné à l'acting, quoi, mais il a été catcheur quand même, hein, catcheur, et c'était avec Hulk Hogan. Alors en termes de carrière cinématographique par exemple, même s'il n'a pas fait grand chose, je préfère Mr. T parce que l'agence touriste, quoi, Barracuda, c'est quand même hyper impactant, et puis Clubber Lang, quoi. Quand même, le mec qui te faisait froid dans le dos dans Rocky 3, enfin. Donc il a peu joué. Après, il a fait des trucs pour les enfants, tout ça. Enfin, c'était un peu rigolo et tout, mais bon, je sais pas. Voilà, c'était pas génial. Par contre, Hulk Hogan, sincèrement, j'ai vu quelques comédies des années 90-2000, il me semble.
c'est très 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 compliqué. Vraiment, la personne ne sait pas jouer du tout. Même si Hulk Hogan, voilà, l'image, elle est extrêmement célèbre, quoi. Et il y a un biopic d'ailleurs qui devait sortir sur Hulk Hogan. Je sais pas où ça en est du tout. Team Michael Bay ou Abel Ferrara, Michael Bay quand même. Abel Ferrara, je sais pas, c'est compliqué. Mais bon, ça ne surprendra personne, hein. C'est compliqué. Team David Bowie ou Team Phil Collins, et que penses-tu de l'autotune et du vocodeur dans l'industrie musicale? Team David Bowie quand même, parce que David Bowie, contrairement à Phil Collins, j'ai absolument tous les albums que je connais pratiquement par cœur. J'ai eu de longues années, mais j'en ai déjà parlé, où j'étais obsédé, quoi, mais vraiment, hein, j'étais envoûté, on pourrait dire, par Bowie. Donc j'écoutais Scary Monsters, Low, putain, mais des nuits entières, mais même Station to Station, enfin, trop de chefs-d'œuvre en fait, mais trop de chefs-d'œuvre, vraiment des chefs-d'œuvre. Voilà, pour moi, c'est vraiment le terme qui convient. Et puis ce don de la prise de risque jusque assez tard, hein, même l'album Outside, enfin One Outside, toutes les années où il était un peu fasciné par Reznor, Nine Inch Nails, où il prenait beaucoup de risques, enfin artistique, quoi. Oh non, mais Bowie, mais... Alors oui, l'autotune, vocodeur, à part dans l'électro, donc tous les trucs genre Daft Punk, tout ça, je trouve ça insupportable. Et alors dans le rap français, quoi. Je sais plus quand, il y a un mec qui m'a fait écouter un truc de Booba, mais j'ai dit, mais la voix est tellement trafiquée que... Mais après, franchement, c'est pas un jugement, enfin, comment dire, je dis que je n'aime pas, je dis pas qu'il ne doit pas le faire. Parce qu'il n'y a aucune limite, c'est de l'art en fait. Donc tu fais ce que tu veux, quoi. Si je veux, il y a même des chansons que j'aime où la voix est tellement trafiquée, quoi, que t'as presque du mal à entendre ce qui est dit. Mais c'est très intéressant et c'est voulu, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est pas un jugement de, comment dire, je dis pas que c'est de la merde. Je dis que moi je suis vraiment pas fan. Et alors surtout je suis pas fan dans la variété, dans une chanson normale entre guillemets. Voilà, dans des morceaux d'électro ou de techno, tout comme ça, c'est utilisé. Mais c'est utilisé dans des trucs des boucles. Enfin, et là, pour moi, ça a du sens. T'as Daft Punk, quand ils font Television World Donation, la voix est trafiquée de malade mental, mais c'est voulu et ça a un sens. Nirvana ou Nine Inch Nails, Erreur 404. En fait, j'ai envie de dire Nine Inch Nails parce que c'est Pretty Hate Machine, moi, a changé ma vie. Enfin, Reznor, même si j'aime plus du tout... il reste très respectable, mais les derniers trucs de Nine Inch Nails, ça me parle pas vraiment. Il est en boucle complet, il prend plus aucun risque. C'est-à-dire que c'est vraiment, il est dans sa zone de confort, hein, vraiment. Hein. Mais donc voilà, je peux pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis un fan de Nine Inch Nails tel qu'il existe aujourd'hui, quoi. Mais je l'ai tellement été, quoi, à l'époque de Broken et de Downward Spiral, qui est vraiment le dernier album que j'ai follement aimé, même si j'ai beaucoup aimé The Fragile. Nirvana. Il y a 3 albums, 3 chefs-d'œuvre. Et après Suicide. Donc, mais In Utero, à chaque fois que je me le remets, je suis choqué par la qualité des chansons. Enfin, et voilà. Donc, je sais pas. Je suis très emmerdé en fait. Je pense que je suis obligé de dire Nine Inch Nails quand même parce que si on me disait mais tu ne retiens qu'un seul album, je pense que je prendrais quand même Pretty Hate Machine. Mais vraiment, c'est vraiment, je serais dégoûté de pas pouvoir prendre les 3 albums de Nirvana. Bruce Springsteen ou Freddie Mercury, je dirais Freddie Mercury. Même si Springsteen, immense respect, j'en ai déjà parlé. Alors c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit je suis exactement comme toi, c'est-à-dire que Springsteen, en fait j'ai rien, j'accroche pas particulièrement, sauf la chanson de Philadelphia, Missing, que je trouve magique. Et donc là je pensais que j'étais un peu le seul con dans ce cas-là, bah non, on est 2. Voilà. Mais Freddie Mercury parce que voilà, il y a beaucoup plus de chansons de Queen, enfin pas vraiment de Freddie Mercury en solo parce que d'abord ça n'a pas duré longtemps et puis bon, mais voilà qui m'ont marqué, quoi, impacté. N'es-tu pas d'accord pour dire que Rocky raconte avant tout une belle histoire d'amour avant d'être un film de boxe? Ouais, complètement. Enfin après c'est les Rise and Fall. Enfin pour moi c'est, enfin ce que je retiens de Rocky, enfin en tout cas parce que tu dis le premier apparemment. Ouais, c'est une magnifique histoire d'amour, mais je suis pas certain que ce soit que, enfin c'est pas que ça que je retiens non plus, par contre. Pour moi, c'est surtout une magnifique histoire de dépassement de soi et de... Enfin, c'est toujours le truc... Enfin, après, c'est le truc qu'il a développé sur tous les Rocky, quoi. Mais c'est vraiment... t'y crois pas, vas-y quand même. T'es tombé, relève-toi. Enfin, c'est des trucs... Donc, moi, le truc que je trouve vraiment émouvant aussi, c'est la victoire par la défaite. Moi, ça, c'est le truc qui m'avait incroyablement marqué quand j'ai découvert le premier Rocky. Donc, voilà, où j'étais gamin, quoi. Il a perdu...
mais il a gagné en fait. Enfin, voilà, je trouvais ça magique, enfin, je trouvais ça super beau, super intelligent, et surtout ça faisait beaucoup réfléchir sur la vie, enfin, mais plein de choses de nos vies à nous tous, enfin voilà. Et après, je pense que, enfin, c'est pas à moi, hein, ça l'a fait à tout le monde, hein. C'est pour ça que je pense que le film a eu un tel impact planétaire, quoi. Penses-tu qu'un duo Prince-Michael Jackson aurait été possible le temps d'une chanson? Moi, pas du tout. Enfin, c'est surtout que je n'aurais pas souhaité, hein, j'en ai déjà parlé, hein, mais moi, je n'aurais pas du tout souhaité, d'autant que je déteste les duos. Je trouve qu'à quelques très rares exceptions, c'est un exercice que j'aime pas du tout. Je trouve que ça s'annule, quoi. Enfin, ça annule la puissance des deux entités. Enfin, voilà. Donc, un duo. En plus, Prince-Michael Jackson, pour moi, ça se serait vraiment pas marié. Enfin, vraiment. Et voilà, alors, je sais qu'on va me reparler de Bad, mais. Bad, c'est une anecdote, hein, et d'ailleurs, ils auraient tout à fait pu, par la suite, s'ils l'avaient voulu, refaire un duo. Cette fois-ci, plus sérieusement, voilà, parce que bon, la blague de la phrase d'intro de Bad, c'était une boutade. Enfin, je pense qu'il y avait un moment, c'était un jeu entre les deux. Voilà. Mais je fais partie des gens qui ont été un peu impressionnés quand même quand Michael est mort, de voir à quel point Prince a révélé en fait qu'il était incroyablement fan de Michael Jackson, chose qu'il s'interdisait de dire, hein, publiquement bien sûr, puisqu'il y avait cette rivalité saine, hein, j'ai envie de dire, mais réelle quand même à une époque en tout cas. Et c'est vrai que par contre je me suis dit une collab, pas forcément un duo tu vois, mais une collaboration, connaissant le génie de Prince et comment dire, cet instinct qu'avait Michael sur tellement de choses, enfin je pense qu'ils auraient pu accoucher de trucs assez ouf, donc et en tout cas c'est dommage parce que effectivement je pense pas du tout que Michael soupçonnait que Prince l'aimait à ce point, par contre, enfin, et quand je dis l'aimait je veux dire l'admirait à ce point, comme on l'a découvert à sa mort. Que penses-tu des duos suivants? Voilà, Bowie, Freddie Mercury pour Under Pressure, Bowie, Mick Jagger pour Dancing in the Street, et ben voilà, exemple parfait, je trouve que ces deux chansons enfin, Dancing in the Street, c'est vraiment nul. Enfin, nul, c'est pas nul, mais c'est une chanson légère, c'est une chansonnette. Enfin, je sais pas comment dire, quoi, mais même les textes. Enfin, et ça, c'est voulu, hein, avec avoir le clip. Enfin, putain, le clip de Dancing in the Street, c'est quelque chose. Après, c'est très bien, c'est très sympa, quoi. Ces années-là, moi j'adore, mais c'est vraiment léger, quoi. Alors, Under Pressure, pour moi, c'est un peu plus ambitieux. C'est bien meilleur. Enfin, mais bon. Ça reste, je préférerais, pour moi ça ne vaudra jamais des chansons solo de Bowie ou de Queen, quoi, par exemple. Te rappelles-tu de la première chanson de Bowie que tu as écoutée et qui te l'a fait aimer? Ah, super intéressant. Pour moi, ce fut China Girl. Je crois que c'est Loving the Alien, donc c'est un peu, on est dans les mêmes années, hein, où je trouvais le refrain beau à pleurer, en fait, surtout sur la fin, il y a une envolée sur la fin, et waouh, j'étais choqué en fait par cette chanson. Et du coup, comme mon père adorait Bowie, mais je le savais pas trop, c'est-à-dire que je voyais les disques, mais je n'entendais pas particulièrement, je suis allé prendre les disques, quoi, et là, voilà, là c'était mort. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que par contre, je réalise que il y avait quand même China Girl, effectivement, et Blue Jean, chef-d'œuvre, ça quand même. Et alors que c'est marrant parce que c'est quand même une période de Bowie où quand tu parles des gens qui sont très 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 fans, c'est la période un peu quasi honteuse où il a fait soi-disant beaucoup de concessions pop, voilà, où il était un peu tombé dans les clichés années 80 et où ça l'a tiré vers le bas avant sa renaissance artistique, on dirait, dans les années 90. Et là je suis pas d'accord parce que moi j'aime beaucoup ces albums là, que ce soit Let's Dance, Midnight machin, même Never Let Me Down, il y avait Day In Day Out qui est un clip génial. Enfin non, pour moi il n'y a pas vraiment de mauvaise période de Bowie, artistiquement parlant. Même question pour Prince, pour moi ce fut Kiss. Prince était un génie, non? Oui bien sûr, vraiment, mais vraiment. Je crois que je l'ai dit d'ailleurs il y a 5 minutes en fait, quand j'ai dit le génie de Prince, et voilà. Donc la chanson de Prince qui je crois que c'est Wind of Cry, je suis presque sûr. En tout cas c'était un single de Purple Rain pour la sortie du film Purple Rain, puisque c'est là que tous les gamins dont je faisais partie, on a découvert Prince, et là putain c'est devenu notre nouveau dieu. Mais ouais non, c'est ça, c'est sûr, c'est Wind of Cry, et juste après je pense
peut-être la chanson Purple Rain. As-tu vu le film Une défense canon avec Eddie Murphy? Bien sûr, je l'avais loué au Vidéo Club en 82 ou je ne sais quoi. Et j'en ai aucun souvenir presque. Je l'ai pas revu depuis. Mais oui, par contre, tu vois, je me souviens hyper bien. Je me souviens même de l'affiche, en fait, française en tout cas. As-tu déjà lu les romans de Virginie Despentes? Et si oui, lesquels? Oui, j'en ai lu très peu parce que je suis pas très fan. Donc j'avais lu Baise-moi évidemment. Et bon, j'avais bien aimé, mais je n'étais pas. Et j'en ai lu un autre. En fait, Virginie Despentes, je préfère lire ses interviews que ses livres. Voilà, c'est évidemment tout à fait perso, quoi. Mais c'est quelqu'un d'intéressant quand elle parle et tout. Mais c'est son écriture, son style, je suis personnellement pas hyper fan. Même si elle est, voilà, elle fait partie clairement des très grands auteurs qu'on a en France, quoi, actuellement. Est-ce que tu pourrais nous faire un top des films d'horreur préférés de ces 10 dernières années? Mais non, mais vous êtes fous. Et un top de tes romans d'horreur préférés. Ah, mais alors ça je l'ai. Alors, un top de mes romans d'horreur préférés, je l'ai fait dans un vieux vlog. Je me souviens que je l'ai fait parce que je me souviens de celui qui était numéro 1. Et ouais, non, ça je l'ai fait. Puisque j'avais fait la différence en disant il y a les romans d'horreur que j'adore et les romans qui m'ont terrifié. Et c'est pas vraiment les mêmes. Et c'est là où j'avais dit par exemple que les Stephen King m'ont pratiquement jamais fait peur. Enfin, et c'est pas le but, c'est pas ce que je recherche. Alors qu'il y a des livres, il y a d'autres livres qui m'ont vraiment mis dans le mal. Quel est ton album de Motörhead préféré? Alors je n'ai pas d'album de Motörhead préféré parce que je ne... Comment dire? Motörhead c'est un peu particulier. J'adore Motörhead. J'ai la Funko Pop de Lemmy. J'ai envie de dire une connerie, il fallait que ça sorte. Il fait beaucoup trop chaud en fait pour faire une vidéo, je sais pas, mais en même temps ça fait trop longtemps que je devais la faire, donc du coup je la fais, mais dans un état. Bref, cette vanne était hilarante, moi personnellement je me la note un bon 8 sur 10. Et plus sérieusement, Motörhead, ouais, j'ai un problème avec Motörhead. C'est que par exemple, j'ai sur l'ordi un dossier Motörhead où il y a genre 50 morceaux que j'adore. Donc voilà, que j'écoute tout le temps, enfin en plus. Mais ces 50 morceaux, ils sont piochés sur toute la disco de Motörhead. Donc il n'y a pas un album que j'adore de A à Z par exemple. Pour une raison, voilà, que je vais révéler, c'est que Motörhead, ils ont deux styles. Donc moi je décroche un peu dès que c'est trop rythmique en mitraillette qui va à 10 000 à l'heure, solo de guitare à la vitesse du son, enfin voilà. Donc par contre tous les morceaux, enfin pas tous mais énormément de morceaux plus rock dans la rythmique quoi, bah là j'adore. Donc, et il y a aussi le fait que Motörhead, il y a par exemple Kill by Death qui est devenu un des classiques de Motörhead, ce qui n'était pas prévu, n'est sur aucun album studio de Motörhead. C'est juste un inédit sur un best-of quoi. Donc moi ça c'est vraiment tout à fait le genre, par exemple, alors c'est pas forcément des tubes de Motörhead, mais Don't Need Religion, God Was Never on Your Side, The Chase is Better Than the Catch, ça c'est une tuerie aussi. We Bring the Shake aussi, enfin il y en a plein, enfin énormément, mais voilà, donc c'est des trucs où tu te dis c'est presque du ZZ Top mais en plus hard quand même quoi. Apprécies-tu le film La possibilité d'une île réalisé par Houellebecq himself? Pas du tout. J'aime énormément Houellebecq, mais alors non, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bon, tout simplement. As-tu lu le roman Épépée du hongrois Karinti? Pas du tout. Connais-tu le film Spermula de Charles Maton? Mais absolument, j'en ai même jamais entendu parler de ma vie. Le titre fait envie quand même. Et c'est sur cette réponse complètement surréaliste que je vais conclure ce journal de vlog. Je vous donne rendez-vous, j'espère, assez bientôt pour de nouvelles vidéos. Je précise que je ne pars pas en vacances. S'il y a une période longue sans rien, sachez que c'est pas parce que je suis aux Seychelles, c'est juste parce que... voilà.